J'ai eu au cours de l'année à lire l'œuvre La victime de Yves-Emmanuel Dogbé. Pour résumer à peu près ce que l'auteur veut nous faire savoir, dans son œuvre, il parle d'une histoire d'amour anodine sur laquelle se greffent des préjugés raciaux. Et la leçon que j'ai tirée, qu'il ne faut pas juger quelqu'un par rapport à sa personne ou à sa couleur. J'ai lu l'œuvre de M. Kofi Gomez qui est intitulée Gaglo ou l'agent cette peste. Dans cette œuvre, comme le dit certains langages africains, il ne faut pas poursuivre deux lèvres à la fois. J'ai pu étudier ce langage-là à travers l'œuvre. Ce sont là les ouvrages des écrivains togolais lus par ces élèves de la classe de terminale. Il existe d'autres encore rédigés par les Togolais. Cependant, combien sont inscrits au programme de l'enseignement togolais? L'on s'interroge. Selon les explications de Yves Komitomi, enseignant de français, seulement 3 anciennes œuvres sont étudiées au niveau du second cycle du secondaire. Pour ce qui concerne le premier cycle du secondaire, de nouveaux ouvrages comme Des larmes au crépuscule de Steve Boduna sont introduits. Au second cycle du secondaire, les œuvres d'auteurs togolais au programme ne sont pas nombreuses. En fait, de mémoire, il n'y a que 3. Il n'y a que 3 et c'est en terminale. Il s'agit de La victime de Yves-Emmanuel Dogbé, un roman. Il s'agit de Gaglo ou l'agent cette peste, un théâtre. Et en poésie, nous étudions, tout ça c'est en terminale, nous étudions Morte saison de Anala. Bon, il faut dire que ces œuvres, ce sont des œuvres que nous-mêmes, nous avions étudiées quand on était en terminale. Et avoir mes cheveux gris, vous comprenez que ça fait un bon bout de temps, mais ce sont toujours ces œuvres-là que nous étudions, en tout cas au second cycle du secondaire. Les autorités éducatives multiplient des actions pour valoriser les œuvres des écrivains togolais, ceci pour encourager la consommation locale et permettre aux apprenants de tirer meilleur profit de la lecture, car la lecture a plusieurs avantages. Il faut que les élèves lisent pour pouvoir maîtriser l'orthographe. Quoi qu'on dise, l'orthographe, la grammaire, c'est important. Donc la lecture a toujours sa place. Et quand on veut réussir au lycée surtout, en français, il faut lire. Les avantages de la lecture, elles nous permettent non seulement de bien comprendre les langues, de comprendre nos cours, mais aussi d'être un peu plus cultivés dans la société. J'ai tiré beaucoup d'avantages parce que, par exemple, si on prend les sujets de dissertation, ça permet d'appuyer certaines thèses. Et aussi, le langage et l'agencement des mots constituent un atout pour la rédaction. C'est un constat des acteurs du domaine de l'éducation. Les élèves aujourd'hui s'intéressent de moins en moins à la lecture. Ceci n'est pas sans conséquence sur les résultats de fin d'année. Et pour promouvoir la lecture, plusieurs actions sont encore à mener. On devrait pérenniser des concours qui valorisent la lecture, des concours de lecture, des concours de joutes verbales. On devrait multiplier ça pour que les enfants puissent s'intéresser, pour que les enfants sachent qu'il faut que je lise beaucoup pour que je sois à l'aise et peut-être si je peux gagner quelques prix. Je pense que ça peut motiver beaucoup plus les enfants. Introduire les œuvres des écrivains togolais au programme de l'enseignement, c'est les encourager à faire davantage et des initiatives devront être prises dans ce sens. Le trafic routier est régi par des règles et les conducteurs sont appelés à s'y conformer pour une bonne sécurité routière. Seules certaines catégories de véhicules sont autorisées à enfreindre le code de la route lorsque l'urgence de leur mission l'impose, mais avec professionnalisme tout en évitant de mettre en danger d'autres usagers. Il s'agit précisément des véhicules dits prioritaires. Le code de la route suppose que ces véhicules, une fois en circulation, doivent intervenir dans les meilleurs délais pour sauver et protéger des personnes ou des biens. En parlant des véhicules prioritaires, ce sont les véhicules qui, dans la circulation, donnent des signaux spéciaux qui permettent au vu des autres usagers de leur céder le passage, même si au niveau du feu tricolore, de leur céder le passage.
Nous pouvons citer entre autres les sapeurs-pompiers dans notre pays, les SAMU. On parle de SAMU, les véhicules qui sont utilisés pour transporter les malades, les blessés et tout à l'hôpital. On l'appelle des véhicules mobiles d'urgence vers les centres hospitaliers. Les autres véhicules tels que nous le disons, les véhicules de la gendarmerie, de la police, lorsqu'ils mettent au-dessous de leur toit des signaux spéciaux ou sonores, ça indique qu'ils sont en fonction. Et dès qu'ils sont en fonction, on doit leur céder le passage à quel que soit le niveau. Les ambulances ne sont pas aussi des véhicules prioritaires, comme les véhicules d'intervention au niveau de l'électricité, je crois bien au niveau des services des eaux également, on peut leur céder le passage. Les véhicules qui travaillent par exemple avec la banque centrale, des transferts de fonds, devaient être également équipés. Vous verrez que la police ou les gendarmeries les suit. Donc eux aussi doivent signaler de manière qu'on leur cède le passage aussitôt. Même dans certains pays, les véhicules des prisonniers des grands banditismes également, ils sont signalés, on doit leur également céder le passage sur la route et surtout aux intersections. Le président circule comme tout autre, mais pour sa sécurité, on doit quand même prendre les dispositions nécessaires. C'est ainsi qu'officiellement, si le président ou le premier ministre sort, il est toujours suivi par la police. Chaque usager de la route est appelé donc à céder le passage à ses véhicules. Le refus d'un conducteur est considéré comme une infraction. Il est aussi recommandé aux usagers de la route de respecter les agents de la sécurité routière. Ils jouent un rôle important dans la régulation de la circulation. Dans notre pays, il y a un département spécial pour ça. Et ce département, c'est eux qui sont sur la route. Pour contrôler si les véhicules sont en état, si les véhicules ont régulièrement les papiers nécessaires qu'il faut pour circuler. Également, les conducteurs font n'importe quoi. Est-ce qu'ils respectent les règles? Raison pour laquelle vous les verrez aux intersections régulièrement. Ainsi, ils peuvent intervenir aux heures de pointe. La police peut intervenir également pour faire le constat en cas d'accident. En matière du code de la route, les signes des agents priment sur les autres règles de la circulation routière. Vous pouvez avoir le feu vert, mais la police dit non, le rouge peut passer. Parce que c'est en ce moment-là, c'est lui qui donne le consigne, donc on doit respecter cela. Le respect du code de la route en circulation est indispensable, raison pour laquelle il est toujours conseillé de se l'approprier avant tout engagement dans la circulation, car la vie des personnes en dépend. C'est l'un des secteurs clés qui contribue d'une manière conséquente au développement socio-économique du Togo. Son apport au PIB était de 1,97%, soit environ 73 milliards de francs CFA, selon une étude réalisée en 2017, créant ainsi plus de 50 000 emplois. Il s'agit du secteur de la culture. Ces dernières années, avec surtout l'avènement de la Covid-19 qui a mis à mal presque toutes les activités, le secteur a également été beaucoup impacté. Une situation désolante qui cependant ne laisse pas indifférents les acteurs de ce secteur. Le secteur culturel allait bien jusqu'à ce que cette Covid s'abatte sur l'humanité. Et depuis cette crise sanitaire, le secteur culturel se porte très mal parce qu'il n'y a plus pratiquement de création, il n'y a plus de diffusion, même s'il y a de petites formations par-ci et par-là. Partout dans le monde, c'est la même chose, même si dans certains pays, ils ont réussi à sortir leur épingle de jeu. Pour les acteurs culturels, bien que des actions aient été engagées pour redynamiser le secteur, beaucoup de défis restent encore à relever afin de le rendre plus attractif. Quand il n'y a pas de structure de formation, il y a des problèmes concernant les créations. Ce qui fait que dans de grands rendez-vous artistico-culturels dans le monde entier et en Afrique, le Togo est souvent absent. Nous revenons souvent avec des photos sur Facebook qu'avec des médailles et des trophées. Donc, c'est des signes qui montrent que le secteur culturel togolais ne se portait pas tellement si bien avant même l'avènement de la crise sanitaire. Il y avait aussi des problèmes en matière de structure de diffusion. Nous n'avons pas encore au Togo, par exemple, un seul théâtre
Le Togo n'a pas encore de théâtre. L'appel que je voudrais lancer à toutes les autorités qui ont en charge les arts et de la culture au Togo est d'abord de leur dire qu'il n'y a pas un secteur qui perce dans le monde entier s'il n'y a pas des structures de formation au niveau public et privé. Donc au niveau public, c'est de leur tâche, de leur rôle de créer ces structures de formation et de soutenir également les différentes structures de formation qui existent au niveau du privé, d'encourager la formation sérieusement au niveau public et au niveau privé et de soutenir la diffusion. Conscientes des difficultés auxquelles les acteurs du secteur peuvent faire face dans cette période, les autorités en charge de la culture ne restent pas indifférents. Hormis les actions d'accompagnement déjà enregistrées, il est annoncé la réforme du fonds d'aide à la culture. Une initiative jugée louable et salutaire par les bénéficiaires. Cette réforme est la bienvenue. Je crois qu'effectivement, les sous qui seront distillés aux acteurs culturels iront effectivement aux acteurs culturels pour que ça serve à booster la chose artistico-culturelle au Togo. Il faut savoir encourager tous ceux qui sont des artistes à tous les degrés divers. L'autre chose, c'est vrai qu'il y a des réformes, il faudrait que ces réformes-là prennent en compte tous les pans, tous les secteurs du développement en matière des arts et de la culture, et à savoir la formation, les infrastructures et la diffusion. Pour les autorités en charge de la culture, notons-le, l'un des vœux les plus chers est celui de rendre le secteur plus compétitif et créateur d'emplois, donnant ainsi la possibilité aux différents acteurs du domaine de pleinement jouir des droits sur leur production. Ce sont des fissures souvent observées sur des murs des habitations ou tout autre bâtiment. Ces fêlures murales, qu'elles soient externes ou internes, surviennent quelque temps après la construction, mettant en cause le travail effectué. Plusieurs facteurs expliquent ces désagréments. Ces fissures émanent de l'incompétence des ouvriers. C'est la fondation qui donne la résistance d'un bâtiment. Et quand la fondation est ratée, nous allons voir que les fissures vont apparaître. Quand la fondation n'est pas bien dressée, ça y a les mouvements. Et ces mouvements-là viennent du sol. Et ça fait que, même jusqu'en haut, le bâtiment va se fissurer. Donc, ça veut dire qu'après la fondation, il y a le chaînage qui tient. Mais après le chaînage, il y a les murs. On n'a pas chaîné après les murs. C'est ça qui fait qu'il y a la traction et puis les murs créent des fissurations. Le dosage aussi peut créer ça. Mais ces fissurations autres ne sont pas trop dangereuses. C'est les fissurations qui émanent du sol qui sont dangereuses, causées par la nature de la fondation attribuée. La construction d'un immeuble doit respecter certaines règles de l'art et d'expertise. Pour obtenir un bâtiment solide, de bonne qualité, l'intervention de divers spécialistes est conseillée de nos jours. Qu'ils soient architectes, géotechniciens ou maçons professionnels, chacun a un rôle à jouer. Des mesures essentielles sont donc à prendre avant tout engagement dans la réalisation d'un bâtiment. Un ouvrier compétent doit faire le sondage du sol. Et c'est la nature du sol qui définit maintenant la nature de la fondation qu'il faut attribuer à l'ouvrage qu'il faut réaliser. Donc il y a plusieurs types de sols. Il y a les sols argileux, il y a les sols caillouteux, il y a les sols sablonneux. Les sols sablonneux plus les sols argileux présentent beaucoup de consistance. Il faut faire beaucoup attention pour réaliser les bonnes fondations. Dans les sols argileux et sableux, là, il faut faire une longueur filante. C'est ça qu'on appelle semelle filante. Quelqu'un qui maîtrise son chantier, tu m'imposes quelque chose, je sais que ça ne peut pas aller dans ce sens, je vais laisser. Soit je fais ce que je connais et demain quand il y a les problèmes, j'assure. L'apparition d'une fissure sur un mur n'est pas à négliger. Qu'elle soit profonde ou superficielle, elle peut constituer un danger. L'urgent est de faire appel à un professionnel pour l'analyse de la situation en vue d'une réparation rapide.